Donc bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc pour faire un tour de plaine, on va dire comme ça, même si c'est plutôt tour de gâtine par chez moi qu'on dirait. Tour des cultures, montrer comme d'habitude, faire un point suite au semis d'automne, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et puis voilà. Donc derrière moi on a le blé, et puis on va vous montrer, faire des images. Donc voilà, c'est parti. Donc là on est dans le champ de blé de la vidéo du semis, le champ qui était en régras avant et qu'on a, enfin un régras maïs, puisqu'on a fait une moitié d'enrubanage, parce que les maïs ressemblaient plus à des poireaux qu'à des maïs, et il y avait du régras à travers, donc on avait fauché, fait une coupe d'enrubanage, parce que ça faisait partie des essais en semis direct qui avaient loupé ce champ là. Et donc du coup, même logique que d'habitude, le glyphosate et ensuite un semis. Donc là, ce champ-là, il faisait partie des derniers semés. Donc j'avais semé vraiment très fort, j'avais vraiment semé à 200 kg celui-là. Et on voit bien les rangs, c'est bien réussi, je suis bien content. Tout le champ, il n'y a pas l'air d'avoir... sur le bout du champ, c'est plus vert à des endroits que d'autres, mais c'est surtout parce que je tourne à limite sans baisser, sans lever au bout du champ. Donc en fait, il y a des endroits où ça croise vraiment beaucoup. C'est pour ça qu'il y a des endroits où c'est un peu plus vert. Je ne sais pas si vous voyez... Ensuite, vous allez voir, on va faire les vues de drone après, mais vous allez les voir en même temps que je parle. Il y a des endroits c'est plus vert, c'est parce que c'est vraiment sursemé là pour le coup. Pas forcément intentionnel, mais bon, c'est comme ça quoi. Mais sinon, dans la globalité, je suis content, ça lève partout. Puis voilà, donc ça fera au moins un champ de blé. Non, il y en a plus que ça, mais pour ça, je suis assez content, c'est assez réussi. On voit que la vie du sol fonctionne encore. Enfin là, depuis une semaine, ça gèle très fort, donc on voit que là, la vie du sol a ralenti, mais avant, vu que ça n'avait pas gelé, la vie du sol fonctionnait encore. On voit par terre, il y a pas mal de turicules de vers de terre. On voit que ça fonctionne bien. On n'a pas de mouillère dans ce champ-là. Il n'y a pas de flaque d'eau, donc on voit que malgré le semis direct, certains disent que ça a tendance à compacter. Quand c'est bien fait, on voit bien que non, parce que il n'y a pas de mouillère. J'ai pas galéré à semer, donc voilà. Donc pour ce champ-là, c'est bon. Il y a eu des peines à d'autres endroits, bien sûr, mais pour ce champ-là, ça s'est bien passé. C'est correctement refermé. J'ai bien fait, je pense, de mettre sur mon semoir, j'ai des herses que je peux démonter derrière. Donc il y a un système de ressort et de vérin simple effet. Enfin des herses comme pour ceux qui connaissent, des doigts comme sur un Amazon classique, un D930, comme j'avais sur mon AD 303 avant. Et ben là, je les ai montés, vu qu'il n'y avait pas tant de débris végétaux que ça, j'avais peur que ça referme mal, du coup j'ai mis les herses de mon semoir et au final je pense que j'ai bien fait, parce que même si j'avais l'impression qu'elle servait pas beaucoup, le peu que ça a refermé, ça a vraiment accentué le fait de bien remettre les grains, bien remettre la terre sur les sillons, donc au final assez content de cette parcelle. Donc voilà la suite. Donc là on se retrouve dans le champ d'en bas du semis de blé, juste pour vous montrer après récolte. C'est un des champs les plus humides de la ferme. Donc là c'était anciennement un régras, donc d'ailleurs on voit qu'il repart. Et on a battu, et on a réussi à battre déjà, donc ça c'est beau. En 2 roues motrices, alors qu'une année on l'avait battu avec des chenilles. Donc encore dire que je radote, mais c'est là qu'on voit vraiment l'impact du semis direct. Et surtout, ça c'est vraiment le point fort de cette année. Je ne regrette pas du tout d'être passé en écartement 37,5 avec le maïs. C'est vraiment ça qui est le plus surprenant, c'est-à-dire qu'il y a vraiment du maïs partout dans tout le champ. Il y avait un boulot monstrueux de drainage de l'eau, et là on le voit, et même l'hiver, on a pris toute la flotte qu'on a eue, et même dans les bas de champ là-bas, on verra si on fait des vues de drone après, mais il n'y a vraiment pas d'eau qui reste en stagnation, alors que c'est vraiment une parcelle où avant, quand on travaillait le sol, il y avait vraiment une flaque d'eau là, tout dans le bas du champ, et ça a vraiment tendance à... qu'il y ait de l'eau qui stagne, une mouillère qui stagne, et là on n'a pas quoi. Donc il y a toujours le système racinaire du maïs qui est là, le régras qui repart à travers, donc ça change pas d'habitude. On n'a jamais fait de... Si, il me semble qu'on avait essayé de faire un triticale, mais le triticale, il y avait la moitié du champ qui avait noyé là-bas, donc au final on a battu, à part peut-être les 2 bouts de champ où quand on tourne forcément on repasse tout le temps au même endroit, donc ça a tendance à remuer un peu la terre, à brasser un peu la merde, on va dire ça comme ça. Donc c'est un peu marqué en haut, mais le régras repart. Je sais pas si... ça va dépendre du mois de février et début mars qu'on va avoir, avant que le régras démarre, voir si je passe un coup de broyeur, à voir si on prévoit de faucher le régras ou pas, histoire qu'on ait les cannes de maïs qui soient pulvérisées, vraiment émiettées, qui soient
vite digéré par le sol avant la fauche, quoi, à voir. Ou alors je laisse comme ça, à voir si on fait un deuxième maïs après, on verra. À mon avis, ce sera surtout, c'est même sûr que ce sera un maïs, un deuxième maïs derrière. Malheureusement, on n'a pas le choix, on n'a pas pu semer autre chose. Et de toute façon, le régras repart, donc de toute façon, il n'y avait rien besoin de semer, tout ça. C'est sur des détails comme ça que je parlais de la réalité économique dans les vidéos précédentes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de semer ou de persister à vouloir absolument semer quelque chose quand vous avez déjà du régras qui pousse, bah, laissez-le pousser, quoi. Et d'où l'intérêt d'avoir de l'élevage sur la ferme ou d'avoir des voisins qui sont éleveurs sur des céréaliers pour quand on a des cas comme ça, surtout sur des régras résistants et tout, de laisser le régras pousser, limite même à lui donner de l'engrais, que le régras qui vous embête, qui est là sur votre culture, fasse son cycle et qu'après il vous embête plus, plutôt que de lutter en permanence avec des doses de désherbage, de désherbant de plus en plus importantes et que ça coûte très cher, et surtout des passages d'outils qui passent votre temps à, comme je l'explique régulièrement sur la chaîne, à massacrer votre sol, quoi. Donc voilà, donc là il n'y avait rien de plus à faire par rapport aux conditions météo qu'on avait, de juste récolter le maïs et de laisser tranquille, quoi. Cette parcelle là elle doit faire quoi? Elle doit faire 1,5 hectare, 2 hectares, je sais pas. Puis, surtout qu'on n'avait pas vu passer, quoi, on se serait embourbé, donc voilà. Donc là on se retrouve dans le... Là ça va satisfaire les haters qui m'attendaient au tournant, mais bon, c'est le jeu, j'ai choisi de m'exposer sur YouTube. Là par contre c'est l'essai où c'est vraiment de ma faute, parce que c'est le champ de maïs en silage, là où le maïs était le plus beau sur la ferme, et après c'est facile à dire après. J'aurais dû le semer avant qu'il commence à mouiller, quitte à le semer au 10 octobre. Je suis vraiment pas fan de semer avant le 15 octobre, parce qu'après on se retrouve avec une culture qui a tendance à être décalée sortie de printemps, et ensuite on s'expose aux maladies et surtout à avoir un cycle végétatif qui est décalé, et donc à avoir un gros risque d'avoir une céréale qui va avoir tendance à échauder avec la météo, elle va être en cycle décalé, et donc on s'expose à un gros risque de maladie et surtout d'échaudage d'épis, quoi. Donc je suis vraiment pas fan de ce métaux, surtout je parle pour ma condition, pour mon département, parce que chaque fois il y en a qui me disent oui mais nous machin, oui, je parle par rapport à ce que je fais et par rapport aux conditions que j'ai moi. Et en fait, au final, j'aurais peut-être dû, enfin juste cette parcelle-là, j'aurais dû la semer le 10 octobre et ça aurait mieux réussi, parce que de ce que certains ont fait en semi-direct que j'ai vu dans le département, quand je passe à côté, enfin j'arrive à repérer qui fait du semi-direct, qui n'en fait pas. Et ceux quand il y avait des parcelles comme celle-là en maïs en silage et qu'on se met en direct comme ça, il s'avère que c'était la bonne solution, mais bon, il fallait savoir qu'on allait prendre 450 mm en 1 mois et demi, quoi. Il me semble jamais arrivé. L'année dernière, sur l'année, on était à 750 mm de précipitation, donc c'était une année sèche, et cette année, en 2023, on a pris 1300, quoi. Ceux qui veulent une référence, on a quasiment pris le double par rapport à 2022. Je l'avais dit d'ailleurs quand j'avais parlé du climat, que ça pouvait arriver, et au final, je m'attendais pas à ce que ça arrive cette année. Et sur cette parcelle-là, je me suis fait avoir, j'aurais dû me dépêcher de la semer. Bon. C'est des choses qui arrivent malheureusement. Ça va satisfaire les rageux. Par contre, contrairement au pro labour, moi j'ai pas défoncé la structure de mon sol, par contre. Pour ceux qui m'expliquent, surtout derrière les réels Insta, parce que sur les réels Insta, il y en a il y a plus de commentaires négatifs, dirons-nous. C'est normal, c'est le but d'Instagram, c'est les réels, pour qu'ils soient vus, il faut que tu veux faire des trucs clivants où on n'explique pas tout, parce que sinon on perd les gens. Donc voilà, ils me disent oui machin, moi en labour c'est très bien passé. Alors je sais pas dans quel monde vous vivez, ou en tout cas à partir du moment où vous êtes agriculteur dans le Grand Ouest et que vous avez pris la quantité d'eau qu'on a pris, je sais pas ce que vous appelez bien se passer, mais en tout cas tous les agriculteurs que je connais, quand je sors le week-end et qu'on se retrouve entre agriculteurs, parce que forcément on a tendance à fréquenter des gens qui nous ressemblent et qui font surtout le même métier que nous. Que ce soit TCS, labour, SMI direct, cette année c'était une année extrêmement compliquée pour les SMI d'automne. Donc je sais pas dans quel monde vous vivez, certains essayez de m'expliquer dans les commentaires, oui cette année on a labouré, ça s'est très bien passé. Si bien se passer, ça s'appelle avoir piqué 2 fois dans 2 champs différents. Si pour vous ça s'appelle bien se passer, on vit pas dans le même monde à mon avis, mais
Bon, voilà, c'était petit aparté. Mais on voit quand même qu'il y a des endroits du champ où c'est réussi, mais quand on va faire une vue d'ensemble du champ, enfin, ça vaut pas le coup d'aller jusqu'à la récolte. Donc là aussi, on verra ce qu'on fait. Est-ce que on casse le cycle du maïs? À voir quel mois de février on va avoir. Qu'on va avoir un mois de février comme ça nous fait certaines années, c'est-à-dire une fin de février ensoleillée ou à mi-février que ça va se ressuyer et que ça va être semable pour semer une orge de printemps ou pas. Ou est-ce que j'attends fin mars, début avril, est-ce qu'on sème un tournesol, à voir, ou est-ce que tant pis, je remets un maïs par-dessus. Parce que de toute façon, j'ai pas fait d'ornière, rien. Il y a là où j'ai vraiment failli m'embourber avec le semoir parce que je passais en montant. J'ai mal géré mon coup et en fait je suis revenu en montant et en fait mais j'ai même pas fait d'ornière, c'est en fait c'est les roues du tracteur qui glissaient parce qu'il faut savoir que le semoir que j'ai là, le semoir Tume, Agram Tume, appelez ça comme vous voulez, une fois rempli de semences il fait plus de 4 tonnes. À entraîner comme ça, quand la terre se met devant les roues du semoir, c'est comme si je traînais une lame, donc une fois que c'est vraiment mouillé, là on a vraiment testé la technique du semi-direct sous couvert vraiment en conditions extrêmes cette année. Ça m'a permis de voir la limite et là ce champ là c'était vraiment la limite. C'était vraiment humide. C'était à prévoir que ça fonctionne pas dans cette parcelle là, mais bon, je pouvais pas prévoir qu'il allait mouiller autant. En général, ce que ça fait, c'est que ça fait, on prend 200 mm et puis ensuite il fait beau, on sème et puis après il remouille. Mais c'est que là, ça s'est jamais arrêté. Donc voilà, on était obligé de faire avec quoi. Donc voilà pour cette parcelle. Donc juste à en profiter dans le champ, vu que justement la culture est loupée, je vais en profiter cette année pour entretenir la haie. Voilà, ça me permettra d'envoyer une petite pique aux marques qui vendent des tronçonneuses, là, qui donnent des tronçonneuses à tous les youtubeurs connus alors qu'ils font jamais de bois et juste pour la vidéo, ils trouvent le seul arbre qui est crevé dans la ferme et qui est tombé par terre pour faire des vidéos bois tronçonneuses, ils en font une dans l'année. Moi j'aimerais bien faire plus de vidéos bois d'ailleurs, si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Et les marques là, style Husqvarna, là vous êtes où? J'ai toujours fait ma tronçonneuse neuve pour faire un unboxing dans mon atelier. Non mais plus sérieusement, c'est juste pour vous parler que j'ai en profité pour faire les lagages de la haie. Donc là il y a quoi là? Il y a un bon 100 mètres de haie comme ça. Je vais toutes les laguer. Doucement les écolos, je vais juste les laguer. Je vais pas c'est pas parce que je vais couper court que la haie elle va crever. Et ça s'appelle l'entretien du bois des haies. C'est pas parce que les Parisiens bobos, quand vous venez 2 fois dans l'année, une fois à Noël et une fois en août, que les haies font la même taille que le reste de l'année ça pousse pas. Le reste de l'année on entretient les haies et on broye, on taille, etc. Le reste de l'année la taille des haies change et l'hiver, pour ceux qui savent pas, c'est le moment où on entretient les haies puisque la sève est dans les racines et pas dans le... D'ailleurs pour ça qu'il n'y a plus de feuilles d'ailleurs. Et donc je vais en profiter pour faire cette haie là qui est côté nord et puis côté est là-bas parce qu'il n'y a vraiment pas de lumière qui rentre dans le champ. Et vu que là-bas en plus c'est humide, ça aurait peut-être permis de, au moins une bonne partie du champ réussir, ça aurait permis de plus sécher là-bas à l'est où le soleil se lève pour vraiment que quand le peu de lumière qu'on a eu, ça aurait pu essayer d'assainir un peu plus sa parcelle. Donc j'ai pour projet cet hiver de d'élaguer vraiment toute cette haie là et l'autre en tout je dois avoir même plus de 200 mètres de haie à tailler. Donc, à voir si cette année on fait du broyage à plaquettes ou pas. Enfin on fera vidéo tronçonnage, enfin abattage des branches, débitage je sais même pas si ça se dit, débiter le bois, les bûches, fendage et tout. Donc voilà, tout un programme et restez connectés. Du coup, faire un point sur les couverts de manière générale. C'est vrai que cette année j'en ai pas semé beaucoup, j'ai dû semer une parcelle où le sarrasin, pour ceux qui avaient suivi le sarrasin, d'ailleurs pour parler du sarrasin, je vais parler du sarrasin tout de suite. Le sarrasin au final j'ai rien récolté du tout parce que vu les précipitations qu'on a pris, début de tempête qu'on avait pris à un moment, en fait au final avec toute la quantité d'eau, le vent, etc. Le sarrasin est tout plaqué par terre donc il est pas récoltable. Ensuite il y avait de l'herbe il y avait du verre qui commençait à monter à travers donc c'est vraiment pas récoltable et ça servait à rien d'essayer de saccager le champ juste pour récolter 3 fois rien quoi au final. Donc au final il va servir d'engrais vert. J'ai rien semé à travers sauf une parcelle où j'ai mis du seigle févrole. À voir si ça réussit, ça c'était vraiment la dernière parcelle que j'ai semé ça. Donc voilà pour le sarrasin, au final je l'ai pas récolté donc il servira d'engrais vert et on verra ce que ça donne ensuite. Le but c'est de faire un maïs derrière et on verra ce que ça donne. Ensuite pour parler des couverts, des dérobés qu'on va récolter, qu'on va faucher. L'année dernière on avait
fait l'essai de pas trier la semence du tout. Et au final, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'en fait, il y avait un peu de régras à travers. Parce qu'on avait moissonné la récolte 2022 pour semer le blé récolté en 2023. Et en fait, on a vu que dans la semence, il y avait un peu de régras en le semant. Et au final, on voulait pas trier et on s'est dit, même si ça germe, ça va se désherber, quoi. Et au final, pas du tout. Et il y avait beaucoup plus de régras qu'on pensait. Et au final, ça s'est mis à monter dans le blé. Donc on en avait partout. Mon père a jamais réussi à le désherber. Et au final, quand j'ai semé tout mon sorgho avec le reste des couverts, au final, quand j'ai fauché, et au final, il y a du régras qui est reparti partout. Donc au final, très bien. Il y avait des couverts partout. Donc ça fait tous ces parcelles-là. J'ai pas fait les comptes, mais je dois avoir entre 30 et 40 hectares de régras en fait, gratuit quoi, qui a poussé parce que c'était réparti partout, que ça avait été semé sans faire exprès avec le blé. Donc au final, en fait, en fauchant le sorgho, bon, pas ce champ-là. Ce champ-là, c'était commençait d'ailleurs sur cette parcelle-là à être problématique. Il y avait vraiment du régras dans le blé et tout. Donc au final, depuis la moisson, on n'y a pas touché. Et au final, il y avait même plein de mauvaises herbes qui étaient reparties. Sauf qu'il y avait du régras à travers. Donc cette parcelle-là, j'avais juste passé un coup de faucheuse pour essayer de nettoyer. Il y avait des chardons, il y avait pas mal de trucs. Donc j'avais fauché et du coup ça donne ça là. Donc la particularité du régras, c'est que c'est une plante qui tolère rien. Et donc en fait, le régras, il se désherbe tout seul, quoi. Donc c'est un formidable outil quand on sait l'utiliser, le régras. Et au final, on va avoir, je vais avoir pas mal de parcelles de régras. À voir si cette année, quand je vais semer les maïs, je vais arriver à mieux le casser, quoi, que je sois pas, parce que sur certaines parcelles cette année, pour ceux qui n'avaient pas suivi, il était un peu rentré en concurrence avec le maïs, donc ça a été compliqué sur certaines parcelles. Sur d'autres, ça avait très bien réussi, sur certaines, ça a moins bien réussi. Sur la parcelle de blé qu'on était avant, ça avait même totalement foiré. Et mon père pensait, lui, que donc c'était peut-être ça, et qu'on n'avait pas mis assez dans le restarter, et qu'au final, cette parcelle-là, ça avait foiré, parce que c'était la première parcelle semée, et qu'on n'avait pas mis que sur les dosages dans le restarter, c'était pas suffisant, quoi. Donc à voir pour la suite. En ce moment, je sors pas mal de fumier sur la ferme, et c'était surtout pour expliquer deux, trois choses sur comment amener du fumier dans un champ sans massacrer le champ. Parce qu'on voit vraiment il y a pas mal de trucs que j'explique sur parler d'agriculture en général, où j'ai l'impression d'enfoncer des portes ouvertes, et parce que pour moi ça paraît tellement logique. Mais en fait, on voit tellement autour de nous de mecs travailler comme des cochons, que en fait je me dis, en fait je suis obligé juste de rappeler les bases de comment on emmène du fumier dans un champ quand on a prévu de récolter le couvert. Là c'est pas grave, pour la place que ça prend, c'est pour faucher de l'herbe, donc c'est pas comme si je sortais du fumier dans un champ de blé. Et donc voilà, là j'ai sorti le fumier au champ, et donc c'est pour vous montrer comment on emmène du fumier dans un champ sans casser l'herbe, sans casser le terrain, et surtout pour qu'une fois qu'on soit passé, l'herbe reparte. Donc là c'est ce qu'on voit. On voit, bon là c'est là où je suis pas passé, et ici donc là c'était les passages où je passais au retour, et là c'était les passages que je passais à l'aller. Donc là il y avait déjà pas beaucoup d'herbe, et on voit qu'elle est en train de repartir. On voit que par rapport au nombre, je suis passé, j'ai amené 14 bennes. Donc je suis passé 14 fois dans le champ, et on voit que par rapport au nombre de passages, j'ai pas défoncé. Pour les mauvaises langues, ils diront que c'est une parcelle sèche. Non, ça a pris 450 mm comme toutes les autres parcelles. Et en fait, la technique, c'est de jamais passer deux fois au même endroit. Donc en fait, le but, c'est de passer, que vos passages de roue passent une fois à cet endroit-là. Le passage d'après, je mets ma roue 20 cm à côté, 20 cm à côté, et au final, que ce soit l'aller ou au retour, le but c'est qu'il n'y ait jamais la roue qui passe deux fois au même endroit. Et comme quand on fait gaffe à faire ça, et bien au final on voit là l'herbe elle est déjà relevée, elle est en train de partir, ça va se relever au fur et à mesure, et au final on va avoir de l'herbe. Bon, peut-être que l'herbe sera moins belle sur le passage, mais au moins on n'a pas, comme c'est certain là, des rigoles de 30 cm à chaque fois qu'on emmène une benne au tas, on ne sait pas si on va pouvoir revenir. Et surtout, on a des gros cochons qui passent leur temps à salir les routes. Et quand il y en a un qui s'est foutu au tas, et imaginons dans le pire des cas que ce soit dans un virage et qu'il y ait quelqu'un qui se tue, vous êtes le premier responsable parce que vous avez dégueulassé la route. Et c'est la même logique quand on épand le fumier. Quand on épand le fumier, on commence pas à épandre le premier épandeur à côté de l'entrée. Sinon à chaque fois qu'on rentre, on passe dans le fumier qu'on a épandu et on salope toute la route. Donc on commence au bout du champ à chaque fois quand on fait du fumier. Mais ça on y reviendra sur les vidéos épandage. J'ai un peu l'impression d'enfoncer des portes ouvertes quand je dis ça. Ça paraît logique, mais vu que je vois tellement de cochons aux alentours, un peu partout, travailler comme des cochons. Je le rappelle en vidéo parce que pour moi ça paraît logique, mais de ce que je vois dans l'agriculture en général, ça n'a pas l'air d'être très logique pour certains. Donc voilà.
Donc là on se retrouve dans une autre culture différente, on se retrouve dans le blé févrole. Donc ça j'en ai fait 6 hectares, donc là c'est 6 hectares, il y a une haie dans le milieu, mais c'est grosso modo c'est le même champ. Donc là où il y avait du lin, le lin j'ai rien fait parce que j'avais peur d'être, j'avais pas fait de couvert d'été avec le lin, donc je l'avais laissé tranquille parce que j'avais peur en fait d'être embêté avec le semoir, avec la paille de lin. Certains m'ont demandé mais comment tu fais après avec la paille de lin une fois qu'elle est broyée avec la moissonneuse, qu'est-ce que tu fais avec? Je fais rien, je lui fous la paix parce que même à l'époque où on travaillait le sol, la paille de lin, on avait beau mettre des coups de déchômeur, bon, déjà tu mets des coups de déchômeur, vu que c'est tellement de la ficelle que ça coupe pas, des chômeurs à 10 qui arrivent pas à les couper. Même limite on mettait pas de coups de déchômeur, on laissait la paille pourrir avant. Et donc là c'est ce que j'ai fait, j'ai pas fait de couvert d'été, donc il y a pas mal de mauvaises herbes à travers forcément. Au final j'ai laissé tranquille, pareil après coup de glypho et on a semé 6 hectares de blé févrole quoi. Donc c'est globalement bien pas mal levé. Il y aura un champ où dans le bas derrière la butte qui est humide, il y a l'étang, c'est l'étang des crèches qu'on appelle ça. Quand l'étang déborde, ça a tendance à monter dans les drains du champ, donc tout le bas du champ va avoir tendance à noyer là-bas, mais globalement bien réussi. J'ai été surpris parce que pourtant j'avais fait en sorte de semer ça assez profond, donc je m'étais dit c'est de la févrole qui va sortir en premier vu que c'est une plus grosse graine, elle a tendance à avoir plus d'énergie et tout, et puis j'avais fait la profondeur en fonction de la févrole et au final c'est le blé il a tout sorti, il a tout levé et je voyais pas une févrole, et là donc là on revient et la févrole est enfin démarrée. Donc on est le samedi 13 janvier pour ceux que ça intéresse. Donc voilà, j'avais semé ça quand avant le 15 décembre il me semble, et au final on voit que la févrole démarre bien. Là j'ai semé vraiment très très fort, j'ai semé à plus de 200 kg, je dois être à 220 ou 230, et on voit bien qu'avec les conditions il fallait au moins ça pour avoir un semis correct quoi. Donc à voir ce que ça donne par la suite. Pour ceux qui veulent savoir l'assolement, donc de ce qu'a marché, parce que on ira le voir tout à l'heure, le triticale a loupé, mais pas à cause des conditions, parce que j'avais des bonnes conditions, mais plus par rapport au stockage de la semence. J'ai l'impression que la semence, mon père a fait trier on a fait trier la semence et on a pris dans le tas à côté. Enfin, mon père m'a pas demandé au moment où il a fait trier la semence. Le chantier était commencé avant que j'arrive. Et au final, il a pris la semence de triticale dans un tas qui avait, à mon avis, été mal stocké. Ou je sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu de l'humidité. La semence a pourri en terre, quoi. Donc il n'y aura pas grande triticale à récolter cette année, à mon avis. Mais pour faire l'assolement qui a survécu aux conditions extrêmes, on va dire qu'il y a 6 hectares de blé févrole. Il y aura 10 hectares de lin, comme on va le voir après. Pour les futurs speed maris, il y aura entre 30 et 40 hectares de régras que j'ai pas semé comme j'ai dit précédemment, mais qui a germé suite au fauchage du sorgho. 8 hectares d'orge qu'on va le voir après, donc ça c'est ce qui à mon avis a le mieux réussi. Il y aura une bonne dizaine d'hectares de blé quoi. Donc voilà pour ce qui a marché pour les semis quoi. Donc voilà, donc on se retrouve dans les parcelles d'après. Donc là on se retrouve dans le lin, juste pour vous montrer comment ça avance et puis qui va me permettre de moi aussi venir voir en quel état c'est rendu. Donc le précédent, pour ceux qui se souviennent pas, c'était le maïs en silage, et le précédent du maïs c'était un gros couvert, et là on avait la partie où il y avait pas mal de seigle, donc on voit que le seigle est encore présent. D'ailleurs c'est bien parce que aux endroits où il y a du seigle, le lin il est pas sale, et pour ceux qui savent, le lin c'est très compliqué à garder propre, que même si on sème fort, ça reste toujours très clair, on le voit. Et donc cette partie là du champ est globalement saine parce je me suis enlevé, même s'il y a la rivière en bas, même cette partie là elle est sur le caillou globalement, ça n'a pas noyé. Par contre là-bas, de toute façon vu la quantité d'eau qu'on a pris, l'autre partie du champ, de toute façon quoi qu'on sème, même si on a un mois de juin ou un mois de mai, un printemps globalement très humide, même le maïs arrive à noyer là-bas dans le coin. Donc on va avoir toute une zone après là-bas qui sera noyée à mon avis, mais bon, quoi qu'on sème, de toute façon, ça a tendance à noyer. Pourtant c'est drainé, mais vu que le champ est à la même hauteur que la rivière, forcément, dès qu'il se met à mouiller, ça se transforme en piscine plus qu'en champ et ça trempe. Mais sinon, globalement, assez content de la lever. On va avoir des ronds à des endroits où il y a pas mal de régras, et bon, c'est le risque. Faudra voir à la sortie de l'hiver le désherbage qu'on fera dessus, il y en aura forcément un, mais globalement, ça a bien levé, ça a bien survécu aux conditions humides. Le lin est là, et le lin, comme
je l'ai dit précédemment, on en aura 10 hectares quoi. Donc voilà, donc là on se retrouve dans le champ d'orge. Donc là on voit, vu qu'elle est pas mal développée, puisque c'est la première céréale que j'ai semée, donc on voit bien que c'est pas mal réussi. Donc j'aurais là, la parcelle fait 8 hectares là. Il y a des ronds qui sont un peu moins bien, mais bon, ça c'est la grandeur des ronds où ça réussit pas trop mal, grandit suivant les conditions. Donc globalement tout le champ est plus que correct et enfin moi je suis content, c'est pas mal réussi. Il y a que la chaîne du haut là où j'ai eu un problème avec la distribution du semoir et il y aura pas beaucoup d'orge parce que ça tout simplement ça a pas semé. Mais juste une bande dans la chaîne du haut là. Sinon globalement tout le champ est correctement réussi, on le voit, l'orge est là, développé, à voir pareil, encore une fois, à voir comment ça sort de l'hiver. Mais pour l'instant ça donne ça, je suis plutôt content, donc voilà. Donc voilà, c'est une fin de vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Encore une fois, certaines mauvaises langues vont en profiter pour me tailler et ça va les satisfaire qu'il y ait des loupés comme cette année. Mais que ce soit Labour, TCS ou Semi-Direct cette année, il y a au minimum 30% de loupés chez tout le monde. C'est ce qui s'est passé chez moi, donc voilà. Mais j'ai au moins, moi, l'honnêteté de montrer tout ce que je fais. Que ce soit quand ça a réussi, quand ça n'a pas réussi, ou que quand ça a marché moyennement. Sur YouTube, j'ai vu personne ou très peu en faire autant, donc je le fais. Et voilà, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et puis à la prochaine tout le monde, salut.